On va faire un focus sur la prévention des RPS ou les risques psychosociaux comme levier d'optimisation du bien-vivre dans les organisations de travail. On va lancer la réflexion avec la précieuse collaboration de Christian Boss. Je ne sais pas où il est. Je l'invite à nous rejoindre et on l'encourage. Bonjour Christian Boss, ravi de vous accueillir une nouvelle fois. Installez-vous. Vous avez déjà très utilement accompagné ce matin. J'ai eu plein de bons retours, notamment sur votre intervention. Permettez-moi de rappeler à notre public... Merci. Juste, on est complètement en phase avec ce qu'on vient d'entendre, justement, par rapport à ce qui se passe dans le cerveau. Et ça a complètement du sens, donc merci. J'espère. Je rappelle que vous dirigez l'Institut européen pour le développement des relations sociales. Vos métiers de formateur, de médiateur, de conseil sont évidemment très complémentaires pour approcher de façon longitudinale, harmonieuse aussi, la question de la qualité de vie au travail. Mais il est un fait, on en a déjà un petit peu parlé aujourd'hui, les risques psychosociaux sont plus que jamais des vecteurs forts d'altération de la santé des travailleurs et aussi des relations interpersonnelles, alors que celles-ci représentent justement des piliers essentiels à la bonne articulation du rôle que chacun doit jouer dans le processus collaboratif propre à l'activité entrepreneuriale. Ça me semble en tout cas être le cas. Comment prévenir? Comment repérer des signaux faibles? Comment accompagner? En quoi la récente période de la crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur la question des RPS et les conflits au travail aussi? Monsieur Boss, je vais arrêter là. Je sais que vous trépignez d'impatience et en plus, je sais d'avance que vous allez dépasser le timing escompté. Alors, vous me l'avez dit ce matin, je vous dénonce. Je sais que je me suis entraîné pour que ça fasse pile poids 10 minutes. Et j'en suis témoin et je vous en remercie. Merci. Bien, Madame, Messieurs, en vos grades et qualités, donc je vais intervenir et je disais encore tout à l'heure, ça a tout du sens complètement de ce qu'on vient d'entendre par rapport à ce qui se passe au cerveau. Parce que effectivement, on peut faire des audits, on peut faire énormément de choses, mais si on ne prend pas conscience de l'être humain, on ne va pas arriver à grand-chose. Donc, ma première mission, c'est déjà de vous expliquer comment fonctionne, mais très rapidement, et je n'aurai pas la prétention de savoir autant que mes prédécesseurs, mais comment fonctionne un petit peu le comportement de l'humain. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est un rêve, c'est déjà de travailler sur le connais-toi toi-même. C'est-à-dire, c'est amener la personne à prendre conscience qu'elle a un fort impact sur son comportement par rapport à ce qui va se passer. Alors, comment fonctionne l'être humain? Je pars du principe de ce que j'ai entendu au niveau de Monsieur le Président ce matin, c'est remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Et ça doit être la mission de chaque chef d'entreprise, de chaque administrateur, de chaque collaborateur, parce qu'il y a une règle d'or que l'on se fixe quand on fait des formations, c'est la différence qu'il y a entre un désaccord et un conflit. Le désaccord, c'est un échange de points de vue et le conflit, c'est un échange d'émotions. Ça veut dire que dès que je mets ma partie émotionnelle dedans, ça devient une situation conflictuelle. Dans toute situation conflictuelle, il y a 10% qui correspond à du juridique, 20% à du technique et 70% de l'émotionnel. Pour vous expliquer très clairement, à la fin d'un contrat, c'est pas parce que je vais faire un gros chèque au salarié qu'il va partir heureux en disant que l'entreprise dans laquelle il l'a employé est une entreprise formidable. Non, il faut absolument travailler sur l'aspect émotionnel du salarié et tout à l'heure, sur les parvis, j'ai entendu dire, avec tout ce qu'on nous propose, comment on n'y arrive pas. J'ai répondu tout simplement, qui veut faire, trouve un moyen, qui ne veut pas faire, trouve une excuse. Donc si, à la fin de ce congrès, de ce colloque, vous n'avez pas les solutions, c'est peut-être de la mauvaise volonté ou peut-être de pas envie de faire les choses, tout simplement, comme ça fait des années que ça dure et qu'on parle toujours de la même chose. Alors, la qualité de vie au travail, c'est quoi? La qualité de vie au travail, c'est un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement en fonction de quoi? Des éléments de l'ambiance, de la culture d'entreprise, de l'intérêt du travail, des conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie, la responsabilisation, l'égalité, le droit à l'erreur maintenant est accordé à chacun et la reconnaissance à une valorisation du travail effectué. Alors ça, les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité de s'exprimer et agir, le contenu de celui qui détermine la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte. J'insiste beaucoup sur le terme perception. Alors pourquoi perception? Parce que
Quand je dois percevoir la qualité de vie au travail, je mets dedans donc les conditions d'emploi de travail, qui comprend l'environnement, par exemple, la capacité d'exprimer et d'action et le contenu du travail. Et ces trois éléments me donnent une perception de la qualité de vie au travail. C'est pour ça que dans une équipe, je peux avoir 8 salariés, j'en ai 2 qui sont pas bien et j'en ai 6 qui sont très bien parce que les 2 ont une perception différente de la qualité de vie au travail qu'ils souhaiteraient avoir. Et si on ne travaille pas sur cette perception, on n'arrivera pas à avancer. L'objectif dans la vie, c'est d'avoir un but. Si on n'a pas de but, la vie n'a pas du tout de sens. Et l'objectif, c'est de travailler sur quoi j'ai le contrôle. Si demain, je décide d'être heureux au travail, sur quoi je peux avoir le contrôle? Qu'est-ce qui est en ma possession pour pouvoir me sentir heureux au travail? Donc être heureux au travail, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est un euphémisme? C'est d'apparence très facile, mais en fin de compte, c'est une histoire de comportement, c'est une histoire de point de vue. Je vois souvent aussi des salariés qui vont me dire « mon manager n'est pas à la hauteur de ce que j'espère ». Sur les 10 salariés qui me le disent, j'en ai 5 qui se sentent très heureux avec ce manager. Alors est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? L'objectif, c'est quand même de se poser la question, c'est la perception que j'ai sur ce manager. Alors, comment que ça se passe au niveau de la perception? Je vais essayer de vous expliquer et d'être très clair. La difficulté, et ça c'est purement au niveau du Canadien, qui nous a amené à réfléchir, c'est la perception entre ce que j'ai et la perception de ce que je veux avoir. Si entre ce que j'ai et ce que je veux, j'ai une perception qui est faible, c'est-à-dire, je suis dans mon entreprise, je vais très bien, j'ai un très beau bureau, j'ai un écart entre ce que j'ai et ce que je veux qui est parfait, j'ai une totale satisfaction au travail, tout va bien pour moi. J'ai ma collègue qui me téléphone et qui me dit « la semaine prochaine, je serai 2 jours en absence et tu vas devoir prendre mon travail ». Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'entre ce que j'ai et ce que je veux, je vais avoir une différence. Pas énorme parce qu'elle s'est déjà absentée, j'ai déjà pris son travail, j'ai réussi à assumer. Donc, je vais avoir ce qu'on appelle une boucle de rétroaction négative. J'ai, je veux, c'est pas grand, c'est négatif. C'est comme quand vous êtes à la maison, vous avez un peu froid, vous vous dites, tiens, il fait 15 degrés, je vais allumer la chaudière, je vais la mettre un petit peu plus fort, 20 degrés, la chaudière se met en route, j'ai réussi à avoir une bonne température, j'ai un grand domaine de satisfaction, je vais bien, je suis satisfait. Alors, je suis satisfait, mais j'ai une augmentation de la satisfaction puisque j'ai fait mon travail plus celui de ma collègue. Tout va bien. Là où la complication arrive, c'est qu'on vient de m'apprendre que ma collègue ne reviendra plus et que mon employeur ne veut pas embaucher pour le poste. Et là, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive entre ce que j'ai et ce que je vais devoir faire, qui est énorme, et je ne vois pas l'objectif, je ne vois pas le but. Donc, obligatoirement, je suis dans une phase de frustration, de colère et d'anxiété. Et c'est ce qui va créer chez moi un mal-être au travail. Donc, tout ça pour vous dire que la réduction des écarts entre ce que j'ai et ce que je veux, si elle est faible, ça me donne quoi? Une efficacité personnelle, une bonne qualité de vie au travail et je vais parfaitement bien. Par contre, si j'ai une augmentation de l'écart, si ma perception entre ce que j'ai et ce que je veux, pour vous donner clairement l'idée, c'est-à-dire que demain, l'hôpital, par exemple, que je vous ai parlé ce matin de Strasbourg, a dit dans un service, vous êtes 6, il faudrait que vous soyez 4. Et vous allez vous débrouiller. Bien évidemment, les 4 personnes, il va y avoir un taux de rétroactif qui va être très positif parce qu'ils ne vont même pas s'imaginer pouvoir le faire. Par contre, quand le directeur des ressources humaines a dit « on va faire une réunion et on va essayer de savoir comment vous allez pouvoir vous débrouiller à 4 ». Là, c'est complètement différent puisqu'on a demandé aux salariés de s'investir dans cette possibilité de pouvoir être à 4. Bon, ils n'ont pas réussi, ils sont arrivés à 5. De 6, ils sont passés à 5. Mais ils ont une bonne qualité de vie au travail parce qu'ils ont créé eux-mêmes la solution à la problématique qu'ils ont eue. L'augmentation donc des écarts, ça crée chez quoi? Ça crée de l'anxiété, de la dépression, de la colère, une efficacité personnelle et bien évidemment une très mauvaise qualité de vie au travail. Alors,
comme je vous ai expliqué au début de mon intervention, on est bien sur la perception et on est bien sur les émotions. Donc, remettre l'humain au cœur des entreprises, c'est transformer les spectateurs d'une entreprise, il n'y a qu'à Faucon, à des acteurs aux entreprises en disant qu'est-ce que tu peux apporter pour l'entreprise pour améliorer tes conditions de travail et bien évidemment ceux de tes collègues. Alors, là, je me suis penché là-dessus et comme vous savez, je me suis rapproché de notre ami canadien, donc Gilles Dupuis, qui est professeur à l'Université de Québec à Montréal, qui m'a dit on est complètement en phase entre ce que tu fais en France et ce que moi je fais au Canada avec mes chaires thématiques. Et donc il a créé ce qu'on appelle un audit, un indicateur CISQVT, indicateur systémique de qualité de vie au travail. Alors, sa mission, la particularité de cet audit, c'est qu'elle travaille sur le cognitif et non pas sur le mode logique analytique. Vous savez, les audits Likert, c'est les audits où est-ce que vous êtes parfaitement bien? Oui, peut-être, pas du tout, ou moins bien, 1, 2, 3, 4. Ça nous amène à travailler sur un mode logique. Si quelqu'un n'est pas bien à un moment donné, vous lui demandez où vous vous situez, bien évidemment, il va toujours mettre la flèche au dernier endroit parce qu'au moment où vous lui posez la question, il ne va pas se sentir bien et la qualité de vie au travail de l'entreprise n'est pas bonne. Non, l'idée, c'est de l'amener à se projeter en disant où tu es aujourd'hui et où est-ce que tu souhaites être demain. Et c'est qu'on crée cette boucle de rétroactif négative, positive parce qu'elle est grande, et on l'amène à être négative. C'est toute la particularité. Donc, c'est de mesurer les risques psychosociaux, mesurer la santé psychologique, en travaillant exactement aussi sur les diagnostics organisationnels. On mesure la QVT et la mobilisation optimale des salariés. Alors, comment on fait participer? Ce matin, j'ai entendu monsieur le maire qui avait dit que je crois qu'il avait eu près de 80% de taux de réponse, qui est quand même assez exceptionnel dans un audit. Mais c'est possible si les salariés sentent que cet audit va apporter quelque chose à leur entreprise et à leurs conditions de travail. Alors, l'ISQVT est le seul outil qui permet d'évaluer simultanément la qualité de vie au travail d'un point de vue individuel et d'un point de vue organisationnel. Je vois mon voisin qui me jette des regards parce que moi aussi c'est marqué time out, mais j'ai bientôt terminé. Alors, ça je vais vous le passer. Donc, il comporte des questions qui sont sur 34 domaines. Alors, les 34 domaines que vous avez ici sont très variés sur les facteurs humains, la rémunération, les cheminements professionnels. Juste sur la rémunération, tout le monde me dit, les chefs d'entreprise, ouais, mais je ne veux pas qu'on parle de salaire chez moi. Parce que ça pourrait donner des idées. Alors que quand on fait cet audit-là, je vous garantis, les problématiques du salaire n'arrivent qu'à la 6e ou 7e place. Jamais à la première place. Parce que les gens préféreront travailler dans une bonne qualité de vie au travail en étant en harmonie avec leurs collègues plutôt que de gagner beaucoup d'argent. C'est quand même assez spectaculaire de voir ça. J'ai jamais vu l'aspect travail arriver en premier. Donc les chaires thématiques que vous voyez, donc l'audit que je viens de vous parler, l'objectif c'est aussi de créer un comité de pilotage parce qu'on a besoin dans cette démarche qualité de vie au travail, on a besoin des partenaires sociaux, ils sont là, ils sont au cœur de l'entreprise, et on va inclure dans ce projet les partenaires sociaux, les syndicats qui sont là et qui vont nous amener à mettre en place et être complètement des partenaires dans ce projet. Comment ça fonctionne? Très rapidement, vous remarquez par exemple sur un des questionnaires, la différence qu'il y a entre les autres, c'est qu'on vous pose la question d'un aspect positif. Est-ce que vous êtes parfaitement heureux des relations que vous avez avec vos collègues? Et vous mettez la première flèche en disant voilà où je me situe aujourd'hui et voilà où je souhaite aller demain. L'ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va calculer l'écart qu'il y a entre ce que j'ai et ce que je veux et il va m'évaluer votre qualité de vie au travail. Ensuite, il va vous poser la question, est-ce que vous vous approchez de votre idéal ou est-ce que vous vous en éloignez? Si je m'en éloigne, ça veut dire que j'ai une dégradation des conditions de travail. Si je m'y approche, c'est que j'ai une amélioration. Et ça va me donner carrément un diagnostic en me disant sur quel point on doit travailler en premier. Qu'est-ce qu'on doit mettre en avant? Les relations avec les collègues, la communication, le passage de l'information, la relation avec mon supérieur hiérarchique. Et à cela, on couple des entretiens individuels, c'est-à-dire on va prendre entre 10 et 20% de la masse salariale pour aller rechercher les éléments de spécificité de l'entreprise qui sont couplés avec l'audit. Alors, à la fin de tout ça, on a avec les partenaires sociaux, donc le comité de pilotage qui suivent le dossier, on fait un bilan qui est livrable et ce bilan, vous l'avez ici
vous avez un espèce de baromètre qui vous dit est-ce que je suis dans la zone rouge, la zone orange et la zone verte. L'objectif, c'est quoi? C'est pas de faire un audit de tiroir, c'est de dire voilà sur quoi on peut travailler et voilà sur quoi on va vous accompagner. Parce que l'objectif, c'est, avec tous ces éléments, c'est de pouvoir vous dire voilà, on sait sur quoi ça ne fonctionne pas. Donc vous avez l'audit, vous avez le comité de pilotage, vous avez les entretiens individuels, vous avez ensuite le bilan, les formations savoir-être, savoir-faire de l'ensemble du personnel, c'est ce que nous venons de terminer à l'hôpital de Strasbourg, la réévaluation une fois que tout est terminé, les plans d'action mis en place, et si jamais vous êtes passé du rouge, orange au vert, on vous attribue le label QRS, qui est le label qualité relations sociales. Voilà la présentation que j'avais à vous faire dessus. Je termine par ce petit dessin, c'est l'ignorance et non la connaissance qui dresse les hommes les uns contre les autres. Aujourd'hui, vous êtes dans la connaissance. J'ai dit. On vous applaudit, Christian Bosse. Merci de nous avoir décrypté avec autant de finesse ces risques et les stratégies possibles pour les prévenir. C'était complet, c'était passionnant. Merci de votre coopération, cher monsieur.